Bonjour à tous. Pardonnez-moi ma voix un peu cassée. On est là pour parler du magnifique livre de Nezha Alaoui, Maroc saharien, terre d'inspiration. Donc c'est un livre de photos. Dites-nous un petit peu, présentez-nous un petit peu votre travail, combien de temps ça a pris, tout ça, en 2-3 mots. Je vous laisse faire. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Je suis heureuse et enchantée d'être ici ce soir en train de présenter cet ouvrage Maroc saharien qui m'a pris en gros 18 mois en faisant des allers-retours dans une région qui m'est chère. Et comme je disais tout à l'heure, je suis arrivée dans notre beau Maroc saharien un peu par hasard, à la recherche au départ d'une terre, d'un désert que j'ai rencontré pour la première fois en Mauritanie. Et une fois arrivée sur place, j'ai rencontré un peuple et une culture que l'on ne peut pas dissocier de cette terre. Le désert est fascinant de par son immensité. Pour moi, c'est un lieu où règne une divinité totale, où on réalise que finalement sur cette terre on n'est pas grand chose, on est là pour contribuer au bon fonctionnement de cette terre, alors contribuons. Et puis donc comme je disais tout à l'heure, une fois arrivée là-bas, j'ai rencontré des gens et une culture et des personnes qui sont imprégnées justement par ce mode de vie dans un désert et qui ne sont pas polluées par ce qu'on peut trouver dans des grandes villes. Alors, vous êtes photographe, donc vous avez essentiellement pris des photos. Néanmoins, vous avez quelques textes dans ce livre et vous avez déjà un premier texte d'introduction à votre démarche qui s'appelle Mon désert et dans lequel vous dites notamment mais enfin, mon désert, ne sais-tu pas que tu m'as sauvé de moi et de mon ego, sauvé des autres et du leur. En toi, je puise ma force et à travers toi, j'ai trouvé ma sérénité. Alors, s'agit-il seulement du désert marocain? Pourquoi avoir voulu ce désert-là et à quoi correspond-il dans votre imaginaire? Alors, au début, c'était le désert de manière générale. Maintenant, dans ce désert-là en particulier, je me sens encore plus chez moi. Parce que c'est des choses qui sont inscrites dans mes gènes, dans mes origines. Mes origines sont du Tafilalet, qui n'est pas très loin de cette région-là. Et donc, voilà pourquoi, dans ce désert-là, je me sens plus d'affinité qu'ailleurs. Mais le désert, de manière générale, est à mon sens un miroir de notre être. On se retrouve avec soi-même dans le désert. Vous êtes venu, vous l'avez dit d'une manière relativement naïve, vous êtes venu sans faire de recherche préalable, mais vous y avez passé beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on vous a reçu quand vous y étiez et combien de temps vous a-t-il fallu pour percer justement les secrets de ce désert, de votre désert? Le Maroc saharien est une région très mystérieuse à mes yeux et je le pense aux yeux de beaucoup de gens. Je ne suis pas de la génération de ceux qui ont fait la marche verte. Donc je n'avais pas beaucoup d'informations sur quels étaient les tenants et les aboutissants d'un conflit dont on parle. Et je n'ai pas voulu en savoir plus et faire une recherche préalable avant d'arriver sur place. Alors une fois arrivée sur place, j'ai vraiment vécu les choses en tant qu'artiste parce qu'au final, je suis une artiste, je n'ai rien de politique. Et j'ai découvert que ce conflit dont on parlait n'existait pas sur place parce que je n'étais pas confrontée à un quelconque conflit identitaire. Les gens sur place ne se posent pas la question sur ce qu'ils sont. Pour eux, je suis la Marocaine du Nord. Eux sont les Marocains du Sud. Il y a la Marocaine Fassi, il y a la Marocaine Sahraoui, il y a la Marocaine Arbati. Donc voilà. Le conflit, je ne l'ai pas retrouvé dans les maisons. Et alors,
comment j'ai été perçue sur place. En arrivant, au départ, j'arrive avec un physique différent de ce qu'on peut trouver sur place. Et je me suis sentie, au départ, ignorée. Donc je passais dans la rue, je n'avais aucun contact avec les gens, ni à travers le regard, ni quoi que ce soit. Et un jour, je me retrouve devant un étalage de mlehfa. Ce sont ces beaux drapés que les femmes portent là-bas, et on peut le voir chez ma chère amie que j'ai rencontrée dans cette région, Aziza Ajouali. Et donc, je me suis retrouvée à essayer ce drapé, et tout de suite, en me retournant, j'avais immédiatement les regards des gens. Les gens étaient un peu intrigués par ma personne. Et c'est souvent le cas, en fait, où qu'on aille. Quand on fait un pas vers la culture de l'autre, on est tout de suite accepté. Et donc, par la suite, à chaque fois, durant mes voyages photographiques, je portais la mlehfa. Et j'ai eu la chance de découvrir cette culture qui est extrêmement riche. Justement, au départ, vous vouliez photographier essentiellement des paysages, et vous m'avez dit tout à l'heure, avant que nous fassions cette présentation, vous m'aviez dit j'ai été finalement happée par la culture et par les gens, et j'ai été obligée aussi de les intégrer. Comment ça s'est fait, et comment est-ce que ça a infléchi finalement la trajectoire de votre travail? Je suis tombée amoureuse de la région. Et la région, la terre, comme je l'ai dit plus tôt, ne peut pas être dissociée de ces gens. Donc je suis tombée amoureuse de cette population aussi et de la culture. Alors au départ, je pensais venir et puis faire un ouvrage et repartir peut-être comme une voleuse, mais c'est juste impossible. Là, je suis déjà sur un deuxième ouvrage qui s'appelle Femmes, secrets du Maroc saharien. Je dirige ce projet en tant qu'éditrice et photographe. Et nous avons les textes de Emmanuel de Casterlet, l'ancien ambassadeur de l'ONU au Maroc. Je suis aussi en train de penser à un documentaire sur les femmes de la région. Donc, je pense que quand on découvre cette culture, on se sent flatté d'avoir été accepté, et puis on dépense tellement d'énergie à découvrir un lieu et un endroit que c'est difficile de faire juste un ouvrage et de repartir. Alors maintenant, on a parlé de la genèse du projet et comment vous l'avez abordé. On va quand même parler de la photographie, puisque vous êtes artiste photographe. Expliquez-nous donc les techniques que vous avez employées pour mettre en valeur ce Maroc saharien. Photographier le Maroc saharien était un grand challenge photographique parce que beaucoup de livres sont sortis avant, faits par de très bons photographes marocains et étrangers. Et pour moi, il n'était pas question de faire juste un livre de plus. Je voulais faire quelque chose de différent. Ayant travaillé que le noir et blanc auparavant, j'ai pensé à travailler cet ouvrage en noir et blanc, mais je me suis dit que c'était dommage parce qu'il y a tellement de belles couleurs et de lumière à capter et à transmettre que finalement, je l'ai abordé en couleur, tout en gardant un calque de noir et blanc par-dessus. Et donc, c'est une couleur retravaillée avec une superposition entre une image de couleur et une image en noir et blanc. C'est pour ça qu'on voit des dégradés de gris sur certains endroits et des ciels un peu grisâtres et d'autres un peu bleu marine. Et donc, on obtient cette technique en superposant le noir et blanc et la couleur. Quelles ont été vos inspirations, si vous en avez eu, pour cette technique et puis pour d'autres à venir? Mes inspirations ont été en découvrant les travaux photographiques de deux photographes que je vous encourage à découvrir sur Internet. C'est Jean-Michel Berthe qui travaille le noir et blanc d'une manière splendide en mettant en valeur la lumière des villes. Il a fait des ouvrages sur Londres, Paris, New York. Et puis Peter Leak, qui est un photographe américain qui photographie les déserts du Nevada et de l'Arizona
en couleurs très vives, mais pareil, avec une lumière sur ces photos très particulière. Alors nous sommes sur le stand du CCME et vous-même avez beaucoup vécu à l'étranger et vous prévoyez peut-être d'y retourner de temps en temps. Quelle est votre attache principale au Maroc et à quel point est-ce important pour vous d'y revenir et de s'y ressourcer? L'étranger a été très présent dans ma vie. J'ai vécu aux États-Unis et puis en Europe. Le Maroc, je le porte en moi, dans mon cœur. Pour moi, j'ai toujours été l'ambassadrice du Maroc où que j'aille. Donc, ce qui est beau entre cette multiculture, c'est de bien faire attention, de prendre le meilleur des deux et non pas le pire des deux dans certains cas. C'est pas facile d'être entre deux cultures. Beaucoup se perdent, ne se sentent pas complètement marocains quand ils viennent ici ou pas complètement européens ou américains quand ils sont là-bas. Mais il ne faut pas oublier que il ne faut pas prendre les choses du mauvais côté, les prendre plutôt du bon côté et s'enrichir de la culture marocaine, toujours la porter en soi, où qu'on soit, en se disant oui, je suis américain, mais je ne suis pas n'importe quel américain, je suis un américain marocain. Et quand je viens ici aussi, je suis une marocaine, mais enrichie d'une culture qui m'a beaucoup appris, qui est la culture américaine, avec une mentalité qui pousse vers l'avant. Vous avez expliqué que pour vos prochains projets, vous alliez vous intéresser à la femme saharienne. En quoi cette dimension féminine vous touche particulièrement dans cette région? Alors la femme saharienne, il faut plus d'un ouvrage pour en parler. La femme saharienne a une personnalité magnifique parce qu'elle vit sa féminité dans sa totalité. Elle n'est pas du tout féministe. Au contraire, elle est très fière d'être femme et très contente de sa position de femme dont elle abuse. Elle prend soin d'elle. Elle est gâtée dans sa position d'épouse. Et c'est aussi une femme qui n'a pas froid aux yeux. Si elle n'est pas heureuse dans une position au sein de son couple, elle a le courage d'en sortir. Et même en termes de culture et de tradition, elle a beaucoup de particularités. Elle a des manières d'utiliser les produits locaux et naturels pour travailler sa peau. Et puis elle porte divinement bien sa mlehfa avec beaucoup de pudeur et de charme. Voilà. C'est une région dans laquelle il y a encore pas mal de nomadisme. Comment est-ce que vous avez approché justement cet aspect-là de la culture sahraoui et comment est-ce que vous avez pu la photographier? Les gens dans cette région sont beaucoup plus sédentaires qu'ils ne l'ont été autrefois. C'est malheureusement comme ça partout dans le monde. Les nomades le sont moins parce que les villes se sont construites et donc ils trouvent aussi un confort à habiter dans les villes. Mais par contre, dans le cœur de tous les Sahraouis que j'ai rencontrés, qui sont aujourd'hui aussi bien dans la politique que des femmes internationales, quand elles retournent dans leur région, ils prennent tous un malin plaisir à repartir dans une tente et aller camper dans le désert. Ça, ils le portent en eux. Voilà, ça fait partie de leur culture. Au vu de l'actualité, les débats sur le stand du CCME ces derniers jours ont été fortement marqués par la nouvelle politique migratoire de régularisation. Quels sont les rapports des régions du sud du Maroc avec l'Afrique subsaharienne et comment est-ce que ça influe sur cette culture? Alors, le rapport, on le perçoit bien plus là-bas qu'ailleurs. La culture saharienne est une culture très imprégnée de la culture africaine. Pour avoir voyagé en Afrique
dans plusieurs pays, notamment en Mauritanie. La culture saharienne est très proche de la culture mauritanienne. Et j'ai eu la chance en Mauritanie d'aller jusqu'à la frontière sénégalaise où on ne retrouve plus la culture saharienne, mais on retrouve surtout la culture sénégalaise. Donc ça m'a toujours intéressée d'explorer les frontières des pays parce que en arrivant aux frontières, on réalise que les frontières ne sont que fictives. Ce ne sont pas des frontières culturelles. Donc, comprenant ça, il faut comprendre que nous sommes africains, que nous sommes imprégnés par la culture africaine, qu'on le veuille ou non. Nous sommes très proches de la culture subsaharienne que l'on retrouve dans le Maroc saharien. Vous avez beaucoup travaillé sur la lumière. Vous disiez que la lumière du Maroc était belle partout. Quelle est la spécificité de la lumière du désert et quelles difficultés est-ce que ça a pu présenter? Surtout que je crois que vous y êtes allé à une période particulière où le désert est capricieux. Racontez-nous un peu cela, s'il vous plaît. Tout à fait. J'y suis allée pour la première fois au mois de juillet. Ce n'est pas sans... Je me souviens d'une canicule qu'il y avait dans tout le Maroc et tous mes amis se ruaient vers le nord. Et puis je décide d'aller explorer le désert. Et donc tout le monde me dit mais tu es folle, qu'est-ce que tu vas aller faire? Il fait déjà chaud à Rabat. Et donc il y avait cet aspect-là. On me décourageait face à cet aspect-là. Et puis des professionnels photographes me disaient ne pars pas à cette période-là, il n'y a que des orages, il fait gris et le désert ne te donnera rien. Mais j'ai voulu y aller, j'ai voulu explorer même cette lumière-là. Et puis en effet, j'ai capté des images différentes, une lumière différente. J'y suis retournée après, en hiver, en automne, au printemps. Chaque saison a sa particularité en termes de lumière. Vous dites justement dans le petit texte que j'ai cité tout à l'heure, Mon désert, vous dites que vous avez eu la chance d'avoir finalement ce désert comme nul autre ne l'avait eu auparavant. Expliquez-nous ce point, s'il vous plaît. Je voulais le vivre différemment, donc d'où le choix du moment où je suis allée, parce que j'ai ressenti une forte intuition. J'ai eu envie d'y aller à ce moment-là, et puis j'ai pas voulu oppresser cette intuition et me dire non, je vais attendre d'y aller dans les normes en septembre, octobre ou décembre. J'ai suivi mon intuition, je suis partie parce que mon intuition me disait que ça serait une grande histoire, et ça l'a été et ça l'est toujours. Vous avez dit que vous vous sentiez ambassadrice du Maroc à chaque fois que vous vous trouviez à l'étranger. Quel est le rôle d'un artiste dans la représentation de la culture marocaine à l'étranger et dans son propre pays, puisque tous les Marocains ne sont pas nécessairement sahariens non plus? En effet, en tant qu'artiste, on se sent ambassadeur de la culture marocaine à l'étranger et au Maroc, parce que le Maroc a une très grande diversité culturelle. Donc, en allant en Fès, on fait découvrir une culture du Nord, de Tétouan, Tanger. En allant dans le Sahara, on peut faire découvrir la culture typique de Rabat, Salé, Casablanca. C'est une responsabilité, c'est la responsabilité de bien retransmettre les choses. Alors parlons un petit peu de vous maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir photographe? Quel a été votre parcours et les grands moments de votre carrière, dont je suppose que ce livre en fait partie? C'est une bonne question, Mélanie, parce qu'en effet, je n'ai pas commencé ma carrière en tant que photographe. J'ai eu une première vie où j'ai fait beaucoup de choses. Ce qui a toujours été là, c'est le voyage dans ma vie. J'ai fait une école hôtelière au départ parce que à 18 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que je voulais être en voyage tout le temps. Et l'école hôtelière me permettait de faire des stages dans différents pays. La photographie m'a toujours passionnée parce que pour moi, c'était un moyen de retransmettre des émotions captées, celles d'un regard, d'un visage. Mais à l'époque, faire des études en photographie, c'était pas du tout courant et je n'étais même pas au courant de ce type d'études.
Donc j'ai suivi une carrière un peu plus classique, bon, une école hôtelière. Après, j'ai terminé avec une école de business, des affaires, des magasins, des franchises américaines que j'ai rentrées. Et à 27 ans, l'évidence de ce que j'étais intérieurement, une artiste, et le besoin de transmettre des choses à travers la photographie se sont juste imposés à moi. Et donc j'ai chamboulé tout ce que j'avais entamé, tout en essayant de ne pas déconstruire les choses, parce que ma mentalité et ma nature n'est pas de déconstruire, mais plutôt d'être dans la construction. Donc voilà, j'ai changé en fait de carrière pour me lancer dans ce que je fais actuellement. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de découragement, parce que quand on a une vie un peu assurée dans le milieu des affaires, et vouloir se lancer dans l'art, à savoir que l'art c'est assez précaire comme carrière. Donc j'ai eu des découragements qui étaient légitimes, mais j'ai quand même suivi mon cœur, et je pousse tout le monde à suivre son cœur et son intuition et sa petite voix intérieure. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. J'ai la chance d'avoir cet ouvrage qui est édité aux éditions du Cherche Midi, et c'est quelque chose qui me paraissait très loin il y a 2 ans, quand j'ai commencé à y penser. Vous dites que vous avez cherché à suivre votre voie artistique sans déconstruire ce que vous aviez construit, parce que vous êtes en permanence dans la construction, mais l'art, c'est une révolution. Ça ne peut pas se faire dans l'apaisement, c'est la recherche du réel, c'est très dur, non ? Ça a été beaucoup plus dur pour mon entourage que pour moi. Parce que moi, je m'enrichissais intérieurement à travers cette révolution. Cette révolution me libérait, je me nourrissais au quotidien de ce que j'apprenais. Ça a dû être plus difficile pour mon entourage, qui a dû s'inquiéter à un certain moment. Mais aujourd'hui, ils sont apaisés, Dieu merci, parce qu'ils m'encouragent tous et m'applaudissent pour ce que j'ai réalisé. Mais je comprends leur questionnement. Par amour, parfois, on a tendance à décourager l'autre. Mais c'est à l'autre c'est à l'autre d'aller plus loin que ce découragement, et de le dépasser et de se surpasser. Vous parlez du Maroc, de l'identité marocaine. Vous êtes marocaine, résidente dans de multiples pays, et vous publiez ce livre au Cherche Midi, qui est donc un éditeur là aussi étranger. Est-ce que quelque part c'est le symbole de votre identité multiple et de ce que le Maroc est appelé à devenir dans le monde ? Oui, c'est le symbole. Moi, alors d'origine, je suis 100% marocaine. Je suis du même nom de famille, de père et de mère et de grands-parents. Donc quand je rencontre des gens à l'étranger, on a l'impression que physiquement je peux être mixte ou quoi que ce soit. Mais non, je suis marocaine. Ma fille a les yeux bleus, mon père a les yeux bleus. Pourtant, on est vraiment marocain à 100%. Mais c'est justement cette diversité culturelle qu'on a au Maroc, qui est aussi une diversité physique. On a des physiques complètement différents. Donc, ce que je représente aujourd'hui, c'est ce qu'est le Maroc. Le Maroc est un pays africain, arabe, musulman, juif, mais c'est aussi un pays à la porte de l'Europe. Et il faut s'emparer de cette diversité, et comprendre que c'est une richesse qu'on a. Et c'est pour ça que, grâce à cette éducation que j'ai eue au Maroc, j'arrive à aussi bien m'adapter aux États-Unis qu'en France, qu'en Afrique, que dans les pays du Moyen-Orient. Il n'y a qu'en Chine, à Hong Kong, où je suis allée, où là je me suis vraiment sentie pour le coup étrangère. Je pouvais pas, voilà, j'avais ni la langue ni le physique, mais voilà. Écoutez, je vous remercie déjà, parce que c'est quand même un magnifique ouvrage que vous nous présentez. Je me demande si dans le public des gens ont des questions, tout simplement pour vous. Hein ? Est-ce qu'on pourrait passer le micro à des gens qui auraient des questions ? Bonjour. Par rapport à la photo, vous avez pris des cours. En fait, à 27 ans, vous avez décidé de changer
de carrière. Est-ce que vous avez pris des cours ou c'est autodidacte? Oui, j'ai pris des cours. J'ai pris des cours pas dans une école avec un cursus scolaire photographique qui existe aujourd'hui. Ceux qui ont envie de devenir photographe peuvent faire un cursus de 3 ans en photographie. J'ai pris des formations ponctuelles en fonction d'inspiration. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais inspirée par la photographie en studio. Lors d'un voyage aux États-Unis, j'ai eu la chance de prendre donc une formation. Après, c'était la photographie de paysage, la photographie de portrait. Donc, ce qu'offre l'éducation américaine et pas forcément l'éducation française, c'est la possibilité de faire juste des formations. En France, on suit plus un cursus scolaire. شكرا. أنا نبغى نطرح سؤال بالعربية. المهم بعيدا على أنني أخت وصديقة لالا نزهة، ولكن الحاجة الوحيدة على أنني رغم أنني ساكنة معها بعض الأحيان نجي عندها، ولكن لقيت على أنها بغيت نعرف شنو هو السر التوافق ديالها كأم ومقابله الخدمه ديالها، زعما نقولها بدون نفاق ومجامله. بغيت نسول بحالاش كتوافقين بين العمل ديالك وبين الاهتمام ديالك بتربيه البنات. شكرا. شكرا عزيزه على السؤال ديالك. غنجاوب بالفرنساويه حيت بديت وميلاني ما تفهمش العربيه. لا Donc en fait, en effet, je suis artiste photographe, mais je suis aussi maman de 2 petites filles. Et voilà, donc oui, on peut faire les deux. Et j'ai la chance de pouvoir faire les deux parce que je fais quand même un travail qui n'est pas dans la comptabilité, mais dans l'image. Donc quand je fais des missions photographiques, je rentre et je peux partager ça avec mes enfants. On peut aussi bien réussir sa vie personnelle en tant que femme, épouse, maman, et puis en tant qu'entrepreneur ou qu'artiste passionné par son travail. Ça demande beaucoup d'organisation et ça demande surtout de donner beaucoup d'amour et de présence à chaque chose qu'on fait. C'est-à-dire que quand je suis avec mes enfants, je suis à 100% avec elles et ce que je leur transmets, c'est en qualité, pas forcément en quantité. Quand je suis aussi dans mon travail, eh ben, je suis corps et âme en train de faire ce que je fais et donc j'arrive à le faire avec beaucoup de facilité. Shukran Aziza. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions pour notre magnifique artiste qui est là? C'est que Madame Enza Alaoui est une artiste de photographie. Ma question c'est comment elle a essayé bien sûr, c'est-à-dire d'un côté la photographie et la littérature, bien sûr, l'expression française de cette photographie. Quel est le secret de ces deux couleurs, en quelque sorte, de ces deux arts? Merci. Alors, que ce soit la photographie, la peinture ou l'écriture, pour moi, ce sont des moyens de transmission. On a un message, on le transmet à travers l'un de ces moyens. Dans mes premières interviews, quand j'ai changé de carrière, j'ai dit une chose. J'ai dit que pour moi, l'écriture transmettait trop facilement ce que j'avais comme message, que dans la peinture, je me retrouvais à être dans l'expressionnisme et dès que je transmettais trop d'émotions, je mettais une couche de blanc et je recommençais. Donc finalement, je n'arrivais pas à bien transmettre ce que j'avais en moi et que la photographie me permettait de garder aussi bien mon jardin secret et de transmettre le message que j'avais à transmettre. Mais aujourd'hui, je reviens à l'écriture aussi. Je suis en train de préparer un livre que j'écris un peu sur ma philosophie de vie et le renforcement intérieur. Dans cet ouvrage, l'écriture permet d'apporter un plus aux photos. Ce ne sont pas des légendes, mais c'est des inspirations que j'ai ressenties face à certains moments.
Reste à préciser qu'une partie des textes sont le fait de Nezha Alaoui et d'autres sont des citations courtes, notamment de grands voyageurs ou comme là je vois voilà, et de voyageurs du désert. Voilà, c'est des citations que j'ai choisies d'auteurs qui m'ont touchée ou qui m'ont inspirée. Tout à fait, ce sont des voyageurs de cette région. C'est des gens qui ont été aussi inspirés par le Maroc saharien. Mais la composition, le choix des textes, tout a été de votre fait. Donc c'est bien votre livre, il n'y a aucun doute là-dessus. Textes et photos. Une autre question ? على ما يبدو كاين محاولة للبحث عن جمالية واحد ليستيتيك بين الترحال تجربة ليغونس لو فواياج هذا كاين حركية كاين واحد الحياة كاين تجربة اللي هي فيكو اكسبيريمونتي طول طون وكاين الصورة اللي هي سي ليماج فيجي دو ريال. Comment vous faites pour rapprocher faire une approche entre ce qui est vital, ce qui est chronique et ce qui est stagné et stable Merci pour votre intervention et j'ai pas eu l'occasion de remercier monsieur qui a posé la question avant. Donc justement, en photographiant des paysages qui sont statiques, j'ai essayé de les approcher comme si c'était des êtres humains. Vous aurez l'occasion de rentrer sur mon site qui est nazalaouiphotographie.com et vous verrez mes premiers travaux photographiques. J'ai vraiment commencé par des portraits, par le regard, parce que j'étais à la recherche de ces émotions qu'on trouve sur des visages. Et puis après, je suis passée au paysage. Donc, mon évolution artistique a fait que mon rapport au paysage, je le vis comme si, pour moi, le désert, c'est une personne. Je suis arrivée au début. Si je ne m'étais pas sentie acceptée, je serais repartie. Parce que je n'aime pas m'imposer dans la vie des gens, donc je ne m'imposerai pas dans la vie d'une terre. Et quant aux paysages que j'ai photographiés, je les ai aussi photographiés comme on photographie des visages. Et j'ai essayé d'en ressortir tant bien que mal des émotions. Voilà. Mais ce n'est qu'un premier ouvrage par rapport à cette région. Il y a la culture à vraiment photographier en profondeur. Pour moi, c'était un premier pas où on parle de la terre, parce que quand on arrive quelque part, avant de découvrir la culture, on met nos pieds sur une terre. Donc j'aime bien faire les choses dans le bon ordre. Un premier ouvrage sur la terre, sur l'inspiration qu'elle donne, et puis par la suite, des photographies, un second ouvrage sur la culture. Ben merci, ça sera malheureusement notre dernière question. Je suis navrée, mademoiselle ou madame. Nous sommes obligés de nous arrêter là, mais c'est une assez bonne conclusion puisqu'on part sur l'avenir. Merci encore Nezha Alaoui. Et puis vous pouvez acheter cet ouvrage et puis je suis sûre que vous aurez la patience de faire quelques dédicaces juste à côté. Merci encore. Merci Mélanie, merci à tous. Ce que j'aimerais rajouter, c'est juste que l'ouvrage n'est pas une fin en soi. L'acheter si ça vous dit, mais le feuilleter certainement et surtout aller découvrir la région par vous-même.